5 minutes of stoppages remain. This is Martinelli. It's a great run over the top of Donnarumma, and it's in. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Arsenal, le podcast. Comme d'habitude, je suis avec Alex. Alex, bonjour. Ouais, bonjour. Je sais que tu es à la pause déj. On fait un pod rapide pendant cette pause déj après ce magnifique match d'Arsenal contre Burnley pour avoir quand même un petit débrief de ce match avant un énorme match ce soir qui oppose Bournemouth à City et qui pourrait être décisif pour la course au titre, dans le sens où si City ne prend pas les 3 points et que juste il décide de faire un match nul, si Bournemouth se bouge le cul et fait un match nul, Arsenal est champion d'Angleterre. Donc à ce moment-là, je te propose que si c'est le cas, on pourra se refaire un pod assez vite, voire demain, pour faire un petit récap et célébrer tout ça. Mais en attendant, on est obligé de parler de Arsenal-Burnley, même si je sais que ce match, tu n'y trouves rien de particulièrement excitant. Je pense que c'est quand même une nouvelle étape, l'avant-dernière possiblement, dans cette superbe course au titre qu'a été la saison d'Arsenal. Voilà, est-ce que tu es quand même content ? Est-ce que si je t'avais dit avant le match 1-0 contre Burnley, tu t'aurais pris ? J'aurais pris, effectivement. C'était un match fabuleux. J'espère que Bournemouth vont pas faire un hincapié ce soir, à savoir baisser leur froc. Mais en fait, franchement, s'il y a bien une équipe qui ne vont pas baisser leur froc, c'est Bournemouth. Ouais, ce match contre Burnley, on peut en parler, mais bon, c'était quand même bien laid, quoi. C'était quand même bien nul. C'est Arsenal cette saison, mais c'est pas une critique du tout. C'est juste que c'est la recette miracle de Arteta pour gagner. Et c'est très fort, parce que c'est des performances comme ça où on est moyen. On joue contre la deuxième plus pire équipe du championnat, qui a encaissé 73 buts. Oui, c'est ça. Et on est là. Après, non, en vrai, première mi-temps, on a quand même plein d'occasions. C'est juste nous qui étions maladroits. C'est juste que deuxième mi-temps, c'est un peu. Bon, on était nerveux, mais bon, à un moment, c'est quand même Burnley, quoi. Fallait mettre 2-3-0 en première mi-temps, et puis c'est basta, quoi. Mais voilà. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on a l'air d'être hyper nerveux. Tu te dis. Ah ouais, quand tu regardes ça, t'as l'impression que. Ah, mais on va s'écrouler. Ah, mais c'est pas possible, on va jamais être champion, on va se foirer. En fait, j'ai l'impression que c'est ça de 2026. Pour moi, c'est ça, Arsenal. C'est genre presque tous les matchs, le nombre de matchs où on est vraiment moyen, on gagne à peine, quoi, et on s'en sort avec un but pourri et on est nul. Et on gagne quand même, en fait. Donc voilà. Hein. C'est marrant parce que dans le même monologue, là, tu as dit c'était très nul, c'était laid, et tu as dit mais c'est très fort, c'est Arsenal cette saison, c'est très fort, et après tu as dit on est moyen mais on s'en sort. Donc si je décrypte ce que tu viens de dire, c'est que tu as dit le spectacle il est très nul, on est fort, c'est impressionnant de s'en sortir en gagnant comme ça, mais on est moyen parce qu'on n'a vraiment pas un football fluide qui fait rêver et qui crée beaucoup d'opportunités. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt impressionnant parce que c'est une performance défensive et le résultat est là à la fin. Non, mais en fait, c'est quelque chose... J'ai pas l'habitude de ça parce que j'ai jamais été pour Arsenal et pour la France, mais même si la France, ils avaient un côté un peu défensif là en 2018 et même sous Deschamps. Mais tu vois, j'ai jamais été pour une équipe qui est ultra défensive comme on l'est. Même si je pense que c'est un peu exagéré. Mais tu vois, je me dis en fait, toutes ces équipes italiennes de l'époque, là, des années 90, même des années 2000, t'avais plein d'équipes italiennes qui jouaient un peu comme ça. C'était très tactique, hein, on oublie ça, le championnat italien. Ils avaient des très bons joueurs qui leur débloquaient des situations, mais c'était ultra tactique. Hein. Tu regardais un derby milanais ou un truc comme ça, c'était un peu ça les matchs. Moi, je me rappelle que c'était pas très beau comme spectacle. Alors, ils avaient des grands joueurs, donc de temps en temps, t'avais un Kaka, un Shevchenko, un Rui Costa qui te faisait un geste incroyable. Mais sinon, les restes de match, c'était ultra tactique. Des coups de pied arrêtés et des longs ballons, c'était pas beau, quoi. C'était pas des belles passes partout, tout le temps. Et tu regardes le Chelsea de Mourinho, tu regardes... voilà, quoi. Donc,
Donc je sais que tu pointes ta montre parce qu'il faut qu'on se dépêche. C'est pour toi, moi j'ai plein de temps, je suis en vacances. Voilà, en gros, mais de toute façon, qu'est-ce qu'on peut pas, on peut dire sur ce match? C'est tout ce qu'il y a à dire. Voilà, j'ai pas l'habitude. C'est une équipe défensive, mais après c'est un art, c'est un talent d'être aussi défensif et surtout au-delà du fait d'être défensif, parce qu'il y a plein d'équipes défensives, mais être défensif et réussir à gagner à chaque fois. On est constamment à cette régularité pour trouver le but. Et là, on va pas battre le record des 1-0, des victoires à 1-0 et surtout le record des victoires avec un but d'écart. On n'a pas ce record-là aussi ouais. Parce qu'on a le record de corner, 18 buts sur corner. Et le record de 1-0 sur corner aussi. C'est quand même de 1-0 sur ouais. corner. Ah ouais. Ouais, comme corner étant le premier but du match pour nous. Mais en même temps, c'est vrai, à quoi d'autre pouvait-on s'attendre qu'un maigre 1-0 avec plein de stress pour y arriver. Enfin, plein de stress pour nous en tant que fans, parce que je trouve que dans l'ensemble, on n'a pas été trop inquiétés par leurs attaques, par leurs contre-attaques, qui ont été plutôt bien contenues, parce qu'en effet, tout le talent de notre équipe est dans la défense. Je trouve que la première mi-temps, en effet, c'était assez fluide, même si ça manquait un peu d'occasions, ce qui fait qu'on peut dire oui, on a raté des occasions, mais en fait, elles n'étaient pas méga franches non plus. On va venir à Trossard avec son poteau. Je trouve qu'en deuxième mi-temps, limite, la plus grosse occasion, elle est en deuxième mi-temps, alors que c'est là qu'on jouait le plus mal. On a commencé à être vraiment fébrile, et à ce moment-là, la plus grosse occasion pour moi, c'est la tête de Eze sur le centre de Havertz. Ça doit finir au fond. En fait, il y a des occasions. Plus tu rates des occasions dans des matchs à aussi haute pression en Première Ligue, plus tu t'exposes ensuite au stress qui monte. Et le stress qui monte, alors certes, il est peut-être plus monté chez nous, chez les fans, que chez les joueurs eux-mêmes, mais quoique les déchets techniques que je voyais devant en deuxième mi-temps, les passes complètement foireuses, les passes trop appuyées, les pertes de balles, pour moi ça c'est dû au stress qui est monté. Et le stress, il est monté parce que, comme très souvent cette saison, on a dominé sans tuer le match. On a dominé sans tuer. Oui. Et ça m'a fait un moment, parfois je pensais au match contre Wolves, le match nul à domicile, ou même le match chez Wolves où on a eu la chance d'un but contre son camp qui met un 2-1 alors qu'on vient d'encaisser un 1-1. Mais dans ces deux cas-là, on sentait une équipe qui est normalement beaucoup moins bonne, et Arsenal ont le stress de se dire mais on peut pas perdre contre eux. Et c'est une sorte de prophétie autoréalisatrice. Et s'il n'y avait pas Rice, Saliba, Gabriel, tout ça, on serait dans la merde. Donc c'est pour ça que je voulais qu'on mentionne quand même un peu notre défense. Parce que, et là, la défense, je ne veux pas isoler un individu particulier entre Saliba et Rice et Gabriel, ou peut-être Raya, ou peut-être même... ce que je veux dire, c'est que c'est toute l'équipe. 19e clean sheet cette saison, et je sens que c'est une performance de toute l'équipe. Il y a le contrôle de ce match, et il y a la performance défensive de Saka. Il y a quant à la profondeur, Hincapié, Zubimendi, Miles et même Gyökeres qui sont tous dans une grosse performance défensive. Arsenal, quand même, il faut le dire, c'est un peu la continuité de ce que tu dis par rapport à tous les 1-0. Ils sont bons pour juste shut down, fermer un match. Voilà. C'est quand même impressionnant. Alors ça fait pas rêver les gens, mais c'est beau. Après, moi je trouve que il y a des situations là, des contre-attaques qu'ils ont eu. Alors je pense que c'était fait exprès, hein, c'était calculé. Mais moi il y a eu des contres. À un moment ils se sont retrouvés avec, je crois, à 2 contre 2. Ouais. Si c'était une équipe un peu meilleure, on aurait pu être puni. Si ça c'est PSG ou Bayern ou machin, non mais je veux dire. C'est calculé, c'est-à-dire que jamais ils vont se retrouver dans cette situation contre une meilleure équipe. La compo menée à ce genre de situation. La compo, je pense que très offensive. Calculé parce que parce qu'il met quand même Eze et Odegaard sur le terrain en même temps. On l'avait demandé. Au milieu tous les deux surtout. Pas Eze à l'aile gauche. Très haut. À un moment, Saliba il était quasiment milieu central quoi. Et Rice c'était le milieu à la base, contrairement à un milieu offensif comme d'habitude. Ouais. Donc c'était calculé. Après, on en a discuté, mais en fait, je vais revenir là-dessus une dernière fois, mais moi je préfère 1000 fois. Oui, c'est pas très beau, pas très beau, ça c'est subjectif. Ça reste tactiquement joli, ouais. Tu peux apprécier et tout, mais tu peux apprécier aussi le jeu défensif, mais
moi je préfère 1000 fois cette équipe-là que ces équipes qu'on avait dans les années 2000, 2010. Parce que pour moi, c'était... Oui, on faisait du beau football, oui, on faisait des combinaisons fin incroyables. 2000, tu veux dire, ouais. Fin 2000 et 2010, les années 2010 un peu avec Ozil et tout ça là. Parce que Les moi je vois Wenger. passer sur Instagram, ouais, je vois passer des réels de ah oui le football ça devrait jouer comme ça et tu vois des combinaisons avec Ozil, incroyable ce football. Mais moi je me rappelle, moi qui regardais les matchs à l'époque, ça tu le voyais de temps en temps, oui, tu le voyais dans un match une fois de temps en temps. T'avais un match sur 15 où ils sortaient une performance incroyable là contre Everton, contre Leicester ou je sais plus qui là, où il faisait 5 combinaisons comme ça dans le match. Là, Ozil, il nous sort un festival. C'était génial. Mais Ozil, moi j'ai plein de souvenirs de Ozil et compagnie, où ils étaient absents. Contre Manchester United, contre Chelsea, on les voyait pas. Contre Southampton, on se faisait bully sur coup de pied arrêté et compagnie. Donc voilà, je le dis une dernière fois. Moi je préfère 1000 fois ça, et on gagne. Si on pouvait avoir les deux, oui, ce serait cool, idéalement. Parce qu'on aime tous le foot, on a tous envie de voir du beau jeu, on a tous envie de voir du Ronaldinho et compagnie. Mais on n'a pas ça. Bah voilà, on s'en fout. Moi, je veux juste qu'on gagne. Après, si on gagne pas... Alors, moi, je pense que on est bien parti. Bah pour l'instant, c'est plutôt bien parti, ouais. Mais on va en parler après. Il y a le match de City ce soir. En tout cas, les points perdus après avoir mené... Arsenal ont perdu 9 points cette saison après avoir mené et City en ont perdu 17. Les points perdus après avoir mené à la mi-temps, Arsenal en ont perdu que 2 et City en ont perdu 15. Donc, s'il y en a qui se foirent bien cette saison, qui auraient pu avoir beaucoup plus de points s'ils avaient mieux fermé les matchs, c'est City. Et ceux qui sont 5 points devant parce qu'ils ont mieux fermé les matchs, c'est Arsenal. Ouais, voilà pour la petite analyse des statistiques. Ouais, alors après pour moi, si t'es au même nombre de points, t'as autant mérité. Peu importe la manière, c'est que t'as mérité. Parce que, tu vois, oui, ces chiffres, c'est important, mais ça veut dire qu'il y a aussi des matchs où ils ont plus maîtrisé que nous, tu vois. Ouais. Où il y a des trucs comme ça. Ouais, mais je trouve que la stat qui te dit combien de points t'as perdu depuis des scores où tu menais. Mais je suis d'accord avec toi, ça veut dire qu'il y a trop de matchs où nous on s'est foiré et que eux ils ont juste géré, quoi. Peut-être que ça veut dire aussi qu'en fait, si c'était pas foiré, ils seraient devant nous. C'est peut-être ça aussi que ça veut dire. Et que s'il y a bien quelqu'un qui s'est foiré, c'est eux et pas nous. Ouais. Mais du on coup, s'est foiré à un moment quand même. Mais ouais. Ça veut dire que s'ils gagnent, ça veut juste dire que nous, on était en dessous, globalement. Ça veut dire que nous, on s'est foiré. Je suis d'accord. Donc à la fin, il y aura que le. Pour moi, les points, ça ment pas. Après, je te félicite pour les recherches que tu as faites, parce que c'est vraiment un beau boulot. C'est marrant parce que j'ai écouté un podcast. Je croyais qu'il disait. Qu'est-ce que je voulais dire ? T'as écouté Arsenal le podcast, tu connais ? Oui, c'est dans ce podcast que j'ai écouté des chiffres, ouais, c'est ça. Putain, j'ai l'impression d'être dans Interstellar. Oui, bon, si tu veux la stat de combien Interstellar, de victoires. imagine. Alors, combien de victoires 1-0 on a cette saison en toute compétition confondue ? J'en sais rien, mais en fait, je voulais rebondir sur Interstellar rapidement, vu que c'est un power sorti. Imagine Interstellar, tu sais, la scène de fin que tout le monde connaît où il est là, non, ne pars pas. Ouais. Et alors, ouais, imagine si on perd, par exemple. Imagine on perd. Imagine on perd et après on revient dans le temps comme dans Interstellar et on voit nous-mêmes comme en train de voir la finale de la Cup, la Carabao Cup, en train de perdre. Et on est là, non, t'aurais dû parier sur City gagnant parce que les taux étaient vachement élevés. Non, pourquoi t'as pas parié sur City qui gagnait ? On aurait pu gagner plein d'argent. Et là, tu vois, et City gagne. Et c'est genre, on le savait qu'on allait s'écrouler. C'est vrai qu'il y a eu une mini fenêtre où leur cote pour gagner la Ligue à City était très haute. Et pourtant, avec cette finale de la Carabao, on a vu les signes d'un retournement, peut-être rééquilibrage de situation où en effet il y a eu une petite fenêtre. J'ai vu le signe où on perdait. J'ai vu le moment où, et je me dis, tu vois, si quelqu'un de cynique, tu vois, par exemple, c'est le genre de gens, ils vont, tu vois, ils parient là-dessus, quoi. Mais oui, pour dire qu'on s'est pas écroulé finalement, on est remonté, quoi. Ouais, j'aime bien ton petit raisonnement, comme s'il y avait un fil dans
Tout ça pour dire on Bon, s'est il pas reste- écroulé finalement. C'est fabuleux, il reste 15 minutes. 13 modérateur victoires 1-0 cette saison. Et j'ajouterai là-dedans aussi le 0-0 au match retour contre Sporting, parce que c'est aussi une sorte de victoire. On devait avoir un 0-0 pour passer, et du coup, on n'a pas eu un 1-0, on a eu un 0-0. C'est vraiment le service Ce qui est minimum chiant, dans non, mais en 14 fait, matchs ce qui cette fait- saison. Ce qui fait chier, c'est que moi, je pensais qu'en Champions League, pour les phases finales, c'était parfait parce que c'était que du code binaire, tu vois. C'était 0-1, 1-0, 1-1. Et on a eu ce putain de 2-0 contre Leverkusen chez nous, avec ce magnifique but d'Eze. Du coup, ça foire tout, quoi. C'est moche, maintenant, il y a un 2-0 dedans, quoi. Et qui a marqué le premier but dans ce match contre Leverkusen? C'est Declan Rice. Non, c'est dans l'autre sens. Il a marqué le deuxième but Ah, il a marqué à Leverkusen, à Leverkusen. à la fin, Ouais. le péno. Et il a marqué le... Non, mais attends. Là, Attends, tu parles de Declan Rice? parle de Declan ah oui, Rice. je crois. Oui. Il a Declan Rice, marqué il marque. dans le 2-0 contre Leverkusen, et je parle de lui pour faire une petite transition vers le match contre Burnley où il est pour moi homme du match. Parce que s'il y en a un, quand on est dos au mur, qui décide les gars, on ne va pas lâcher des points contre Burnley à domicile, c'est lui. Ses interventions pour revenir en arrière, le triangle comme je disais qu'il fait avec Saliba et Gabriel, c'est peut-être moins créatif, mais c'est très 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 dur à battre. C'est très dur d'obtenir des occasions. Et on voyait les autres mecs, les adversaires là, courir avec Mejbri, là, Hannibal Mejbri et leur Jadon Anthony. Ils couraient, mais ils savaient pas d'inspi, ils savaient pas où aller, ils étaient obligés de tirer trop haut, ils étaient obligés de tirer de loin. Bon, ils sont un peu foirés aussi. Heureusement, comme tu dis, on n'a pas été punis. Mais quand même, le mec est tout le temps là. Ses interventions dans la surface, là, c'est lui qui a eu le dessus par rapport à Gabriel. C'est pas un très bon distributeur, mais c'est quand même un mec qui va te porter au-dessus de la ligne les jours où tu C'est pas tu un performes si pas, mauvais quoi. distributeur. Non, mais c'est vraiment l'arme parfaite contre les contre-attaques, quoi. Ouais. Mais ce mec est incroyable parce que je sais pas comment il fait pour avoir l'endurance qu'il faut. Déjà, Il l'appelle The Horse, hein, de cheval. Non, mais c'est vrai qu'il est assez incroyable et surtout sa mentalité, quoi. C'est vrai qu'il porte l'équipe un peu avec sa mentalité. Il a un peu cette aura aussi de capitaine, de leader, tu vois, de dire allez les gars, on se bouge là, tu vois. Et ouais, c'est hyper cool d'avoir ce joueur. J'espère qu'il va pas se lasser et qu'il va rester. Bon, c'est déjà gagnons le titre et on pourra voir tout ça. Leandro Trossard fait un énorme match. Il avait disparu en 2026 quand même, peut-être même un peu avant déjà. Et je trouve que depuis quelques matchs, il fait son grand retour. Je pense encore une fois que le retour de Calafiori a aidé à cette renaissance et a relancé, l'a remis en confiance. Il des dribbles tellement rapides, il met le stress dans leur défense et c'est tellement bien d'avoir du contrôle. Petit poteau, c'est dommage. Tu sais, quand on disait le trio de l'enfer, là, Gyökeres, Martinelli, Madueke, là tu vois quand t'as un mec comme Trossard, ce que c'est que d'avoir un technicien devant et un mec qui prend un peu le contrôle de ce match. 25 millions en janvier et la valeur apportée par ce mec, franchement. Un technicien, c'est un vrai technicien, lui. C'est un technicien. Ouais, ça. T'as le droit de faire la section sur Trossard avec l'accent belge, si tu veux. Non, c'était pas l'accent belge, ça me fait marrer dans cette expression. Ouais, c'est un vrai technicien. C'est un technicien. C'est genre, oui, c'est bon, il a une bonne technique, quoi. Il est bon en dribble, quoi. Technicien dans la surface. Il est bon, ouais. Et il sait contrôler le ballon, ok. C'est vrai qu'il n'y en a pas 36 dans notre équipe. Incroyable performance. En attaque, il n'y en a pas beaucoup, ouais. Il a fait un très bon début de saison, il était vachement forme, il a complètement disparu, mais bon, l'équipe aussi était mauvaise. Et là, je trouve qu'il revient en force au bon moment. Et c'est vrai que la valeur qu'on a eue, c'est marrant, mais ça aussi, je l'ai entendu dans un autre podcast. La valeur qu'on a tirée de ce mec Trossard. Où est-ce que j'ai entendu ça ? C'était dans Arsenal, le podcast aussi. Ça doit être ça. Ça ne peut que être ça, c'est le seul podcast que j'écoute. Écoutez-le tous les dimanches à 23h. Alors, Trossard, incroyable, effectivement. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ça fait du bien. Là, c'était le line-up anti MMG. La MMG. On a eu la MSN. Non, moi je dis la MGM. Messi. Comme la MGM. Comme parce qu'on a eu la MSN avec l'entreprise. Messi, Suarez, Neymar, MSN.
Et là, on avait la MGM avec Martinelli, Gyökeres, Ce qui est Madueke. Mais marrant, là, c'est lenti. la- C'est lenti, tu vois. La MGM, qui est une grosse société d'Hollywood, on peut pas dire qu'elle nous fasse rêver quand elle est sur le terrain. Hein. Oh, ouais, c'est bonne blague. Bon, alors, oui, c'était donc c'est ce line-up. Je trouve que là, Oui, c'était Eze, la Odegaard, ligne d'avant Trossard. technique. quoi. Mais, ce qui est assez incroyable, c'est on se chie quand même devant le but malgré tout, hein, finalement. En fait, je dirais plus qu'on se chie en entrant dans la surface. C'est un peu la même chose que ce que tu dis, mais c'est pas juste des tirs ratés. Mais je trouve, C'est une fois qu'on Petite entre dans la mention surface, on sait plus quoi faire. ouais. Mais mention pour Odegaard qui a tenté plein de trucs, surtout des en passe et tout. Je trouve Bah, qu'il tentait des j'allais trucs assez enchaîner incisifs. et notre capitaine, vas-y, Voilà. je te laisse la main. Transition. Très bon match, je trouve, de lui, où il fait ce qu'on attend de lui, il contrôle à la fois le match et en plus il fait des passes incisives, il tente des choses. Par contre, c'est juste, il a complètement perdu son mojo devant le but. Énorme foirage encore devant le but. Parce qu'il met tout, il est dans la bonne position, il met la puissance et tout, sauf qu'il la fout complètement à côté, quoi. Non, il y a eu le Et contré, elle est contrée. Mais à mon avis, le gardien l'avait derrière. Il y a eu corner Elle est ensuite. contrée. Ouais, Attends, elle était contrée Ouais, mais par bon, les il s'est fesses quand d'un même mec et il y a foiré. eu corner. il s'est quand Mm. Bah dis donc, Oui, c'était oui, le c'est match foiré. des fesses, là. Le résultat est qu'il s'est Avec Capier. Alors, voilà. Donc, c'est fini, voilà. Donc, j'espère que... Attends, je peux parler d'Odegaard ou pas? Vas-y. Oui, son énorme occasion ratée, je trouve quand même. En fait, j'ai du mal à juger Odegaard parce que, encore une fois, je pense qu'il est tellement impliqué, et il est tellement au centre de tout ce qu'on fait, et il crée. Et contre West Ham, c'est sa patience et sa qualité technique qui a été décisive. Mais cette tendance à faire plusieurs touches de balle, là, plusieurs contrôles, revenir en arrière quand il n'y a pas une passe évidente. Enfin, est-ce qu'il prend des risques? Et pourtant, Ouais. parfois, il va en faire une, mais pas si souvent. Oui. Il est très souvent frustrant. Et il y a aussi un autre truc, c'est que je trouve qu'il prend tellement de responsabilités créatives tout le temps que du coup, les autres en prennent moins, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est toujours « Venez, passez par moi, passez par moi, passez par moi ». Non, parfois, il faut passer par Saka qui va déborder. Parfois, il faut passer par Eze qui sait le faire aussi. Je trouve que Eze a du coup un peu disparu en termes de créativité dans ce match. Et on a vu Eze que dans ses occasions ratées. Et donc, Odegaard, oui, il est là, oui, il est tout le temps. Mais parfois, juste un moment, il faut que le reste de l'équipe fasse quelque chose. C'est pas parce qu'il vient vous la demander qu'il faut toujours lui donner et ensuite se déresponsabiliser, tu vois. Et pourtant il est après, très bon a- et je pense qu'il a fait exactement ce qu'on lui avait demandé de faire en fait. On a pesté sur lui quand même vachement. Et maintenant, on est un peu en mode... non, finalement, il est Au bon. moins c'est un peu gris blanc maintenant. Comment on dit? Je sais pas. Bon, Kai On a Havertz retourné notre décisif. veste, quoi. Kai Havertz décisif, encore une fois, même s'il n'était pas flamboyant, on va dire. Pas flamboyant, bon, mais c'est quand même normal, un peu hein. présent dans l'entrejeu en première mi-temps. Mais après, c'est Kai Havertz, c'est-à-dire que même quand il est pas à fond, c'est ce qu'il offre, c'est pas du tout ce qu'offre Gyökeres. Mais et c'est pas une critique. Je trouve qu'il lui Gyökeres, manquait mais d'explosivité, encore une fois, comme s'il n'était pas encore totalement fit, pas encore en confiance avec Bah, son corps. mais je pense. Il manquait ouais. de. Tu Alors vois, que- à un moment, il y a une passe d'Odegaard Ouais. dans la surface et il la laisse passer dans son dos en sortie de but, alors qu'il Ah, mais suffisait c'est un clair peu de qu'il est pas bondir au meilleur dessus. de sa forme. Mm. Il est pas Ouais. du tout au C'est meilleur. assez C'est évident, pas ouais. le meilleur. La meilleure version qu'on a eue de Kai Havertz, c'était 2024, tu vois. Enfin, c'est toute l'année 2024. Ouais. Jusqu'à ce Et qu'il là, se on blesse. l'a cassé, Mais- tu veux dire. Mm. Ouais, bon, bref. Et c'est un peu, du coup, Saka pour le coup, qui pour moi était pas du tout au meilleur de lui cette saison. Et je pense que c'est parce que aussi il y a ce truc de il revenait de blessure. Il n'y a pas que le fitness, il y a aussi faut un temps pour, même quand t'es fit et tout, pour te réadapter à jouer à ce rythme, à avoir les petites étincelles qui faisaient que t'étais meilleur que les autres. Mais je pense il est en train de regagner ça aussi. Ça c'est cool. Et à Havertz, il faudra plus de temps. S'il se reblesse pas, j'espère qu'il ne se reblesse pas. Donc voilà. Je pense mention, qu'il a été sélectionné parce qu'il fallait un joueur de pocket, quoi. Un joueur de petits espaces. De pocket. Un joueur de Ouais. pocket dans ce type de match Tu avec joues un dans la bloc bas. pocket. Je pense aussi petit à petit que Arteta essaye de le ramener à la fitness parce que ce sera lui qui sera titulaire en finale contre le PSG. Donc il faut qu'il reprenne un peu de la match fitness. Bon, Bukayo Saka. Petite mention pour Martinelli parce que je trouve que Martinelli cette saison, il m'avait déçu parce que il y a eu plein d'occasions où je me suis dit bon,
ok, là c'est le moment, il va le faire. Et en fait, contre City, qu'est-ce qu'il fait ? Il arrive, il nous sort un lob de dingue contre City. Contre le Bayern, il pousse un peu trop son ballon, mais le gardien est sorti trop, Neuer est sorti, et du coup il la met au fond alors qu'il n'y a plus de gardien. Et là, il m'a vraiment offert ce que j'attendais de lui depuis le début, c'est-à-dire un foirage parfait à la Martinelli. Il court tout seul devant, sauf qu'il la pousse trop loin. Et ensuite, il est excentré comme une merde. Et après, il trébuche. Le défenseur la reprend tranquillement et lui, il trébuche lamentablement. Et puis voilà, c'est foiré. Et ça, il nous l'avait pas encore offert cette saison. Enfin, il nous avait offert de la merde, mais pas aussi parfaitement. Et donc voilà, c'était cool. Je pense que Martinelli est un joueur très committed, incroyable en défense et tout ce qu'il offre, il s'entraîne comme un dingue. Il y a de l'engagement. Mais je pense, et je déteste le dire ça parce que c'était mon chouchou, que là c'est bon, on peut passer à autre chose. Ouais, c'est le moment. Je pense que le niveau de Martinelli, il est même pas assez bon pour être notre plus mauvais joueur, tu vois. C'est un peu horrible ce que je dis, mais après... il faut élever le sol. Et si ton sol c'est Martinelli, cette saison c'est n'importe quoi. Bon, il y a eu quelques bons matchs en groupe de la Ligue des Champions, mais on sait qu'on peut faire jouer nos remplaçants dans ces matchs-là de nos jours. Après, bon, on discutera peut-être de l'état des lieux de l'équipe plus tard. C'est peut-être pas le moment de s'acharner sur Martinelli. Et en plus, je pense que c'est aussi notre façon de jouer qui fait que ça le limite aussi. Mais bon, bref. Et Gyökeres, petite mention pour une performance avec Gyökeres, c'est-à-dire... On peut parler du fait que Saka a dépassé la barre des 60 buts et 50 assists et que c'est le deuxième plus jeune joueur de l'histoire. 60 ou 50 en fait, il a déjà 60 buts, mais il a passé la barre des 50 assists. Et donc la barre des 50 plus dans chaque, le seul joueur qui l'a fait plus jeune, c'est Rooney. Et Saka a eu quand même pas mal de blessures. 3 tirs dans ce match, aucun tir cadré. Donc ça, il va falloir que ça revienne un peu. Il a quand même son assist. Mais c'est pas passé loin. Est magnifique, le centre pour le... Ouais, et c'est son deuxième tir, là, c'était pas cadré, mais c'est pas passé loin. Ouais, mais c'était pas cadré. Et à un moment, faut cadrer. Ouais, mais à un moment... Oui, mais si c'est pour faire une passe au gardien, non. Oui, parce que j'allais dire, Eze, son tir en 2 temps à la Thierry Henry, il était cadré, mais il était tranquille. Sévère. Passe au gardien. C'était une bonne... Ouais, mais au moins, il a tenté. Donc en tout cas, Saka, comme je disais, une énorme performance défensive, ce qui est quand même assez impressionnant dans les stats. Il a l'air de revenir un peu dans son engagement physique, là c'est bien, depuis Fulham. Bah ouais. Il paraît qu'il faut 18 mois pour récupérer totalement d'une blessure à l'ischio. Comment tu sais ça ? Parce que moi-même j'ai été blessé à l'ischio. Voilà, tu veux parler de Saka ou on parle très vite fait de City Bournemouth ? Bah Saka, écoute, qu'est-ce que tu veux dire de plus ? Il se réveille au bon moment, il se révèle au bon moment. Et c'est notre Starboy. Et j'espère que on l'a pas vraiment critiqué nous. Je trouve qu'on a plutôt dit qu'il revenait de blessure et il avait pas son meilleur niveau, ce qui est vrai. Mais pour moi, Saka, si j'ai peut-être dit, on va voir si ce sera un jour de classe mondiale. Mais voilà, j'étais amer. Bah moi j'ai quand même dit, malheureusement, il est pas dans la conversation pour être joueur de la saison. On n'aurait jamais pu imaginer ça, une saison où Arsenal gagne la Ligue. Ah mais bien sûr, après on va jamais dire qu'il est dans la conversation pour être joueur de la saison, il l'est pas du tout. Ça veut pas dire que c'est pas un joueur de classe mondiale. Mais tu vois, Bruno Fernandes, il a gagné son truc de merde, il est nul. Enfin, on s'en fout, plus personne va parler de lui, il va jamais gagner le championnat, bon voilà. Mais Saka, notre Starboy, j'espère qu'il va nous faire une belle Coupe du Monde, sans gagner, parce que j'ai pas envie que l'Angleterre gagne, je veux que ce soit la France. Mais j'espère vraiment que notre petit Starboy, il suffit qu'il fasse une grosse finale. Hein. Ouais, mais il sera pas. Tu peux pas voter. Fernandez, c'est un scandale, tu vois. Non, mais je parle de meilleur joueur de la saison d'Arsenal. Hein. Ah ouais. Ce serait fou, tu vois. Tu te dis, si tu m'avais dit il y a 4 ans ou il y a 3 ans, on va être champion et qui est meilleur joueur de la saison et Saka est pas dans la conversation. Ouais, c'est clairement à cause des blessures, hein, mais c'est dommage. Mais s'il nous sort un gros match en finale, tant mieux, c'est trop bien. Mais tu peux pas lui mettre. Et c'est pas une critique de lui, c'est juste qu'il était blessé, qu'il était pas meilleur. Quand tu vois ce que Raya nous a sorti cette saison, Saliba, Gabriel, Declan Rice, même Zubimendi en première partie, mais peut-être pas en deuxième. Mais franchement, c'est chaud. Tu peux pas dire que c'est Saka, même si après.
oui, il nous fait. Si je fais une grosse performance en finale, c'est sûr que on va s'en. C'est surtout le souvenir qu'on aura de lui de cette saison. Ça va nous, parce que là, pour l'instant, on n'a pas un événement marquant de Saka cette saison, tu vois. Et il nous manque ça. Et ce serait cool que ce soit que ce soit en finale, quoi. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de meilleur moment. Ce serait trop bien. Voilà. Ou alors City gagne ce soir et du coup le championnat se joue au dernier match de la saison. Ça va dans les arrêts de jeu et Saka nous sort un but incroyable pour qu'on soit champion. Je stresse rien que d'y penser. Est-ce que tu as l'espoir que Bournemouth batte City ce soir ou non, fasse match nul? Alors, c'est comme j'ai dit. Pour moi, c'est pas une équipe qui va faire un Hincapié qui va baisser son froc. Parce que pour moi, tu vois, si c'est Fulham, ils ont quand même plus rien, ils ont plus grand chose à jouer. Non, ils peuvent encore dépasser Liverpool, peut-être, mais ils ont pas beaucoup d'espoir. Ouais, mais à un moment, je pense que c'est l'entraîneur, les joueurs. Même si je pense que c'est, pour moi, hein, c'est ce que j'ai l'impression qu'ils donnent, c'est que c'est pas le genre à faire en mode on s'en fout, on laisse City gagner comme font la majorité des équipes. Pour moi, ils vont pas arriver et dire de toute façon on va se faire battre, on s'en fout. Donc non, franchement, moi je pense qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose. Ça va pas être évident. Et tu vois, respect à Everton par exemple, parce que ils sont vraiment bon, ils avaient quelque chose à jouer, mais ils sont donnés et tu vois par exemple, j'ai beaucoup plus la foi. Alors Aston Villa, on en a parlé 50 000 fois, ils auront rien à jouer. Ils auront la finale juste avant. Mais Aston Villa, peu importe qu'ils aient un truc à jouer ou pas, tu peux être sûr que eux. Ils vont faire un Hincapié, quoi. En fait, en gros, là, ce soir, ça peut être fun parce que Bournemouth City se termine et après, il reste une mi-temps de Chelsea-Tottenham. Donc, peut-être que dans la même soirée, on va célébrer Arsenal champion et voir Tottenham s'effondrer petit à petit vers la relégation. Tottenham, malheureusement, on peut pas avoir la relégation officielle ce soir. Non. Mais là c'est chaud parce que c'est Chelsea qui sont nuls. Oui, mais Chelsea, à mon avis, depuis qu'ils ont mis Xabi Alonso, ils se disent clairement qu'ils préfèrent finir 10e qu'en Conference League, je pense. Ils en ont rien à battre d'être en Conference League. En plus, ils s'exposent à des sanctions de l'UEFA pour leur magouille. Donc, ils n'ont pas intérêt à y être. Oui, mais ça leur fait du fric, la Conference League. Mais ils s'en foutent de ce fric, Chelsea. C'est pas énormément de fric. Et ils mettraient que leurs réservistes à chaque fois. Pour la FFP. Ils l'ont déjà gagné en plus. Oui, mais ça leur fait du fric qu'ils peuvent dépenser. Tu penses que Xabi Alonso, il préfère pas avoir les jeudis off que les jeudis en Conference League à chaque fois pour préparer les matchs de Première Ligue et finir... C'est des professionnels, c'est pas des tricheurs. Bien sûr. C'est ça. À mon avis, Fernandez, c'est pas un tricheur. Les Bournemouth et c'est pas un tricheur. Bournemouth et Chelsea vont pas vraiment se bouger ce soir. C'est ça ma peur. C'est sûr que Tottenham, ils vont arriver là-bas et ils auront beaucoup plus. Tu peux être sûr qu'ils vont être motivés. Mais ils seront stressés. Mais ils seront nuls, surtout. Donc, tu peux être motivé autant que tu veux. Si t'es nul, t'es nul. Bon, je pense qu'on est arrivé au bout. C'est bizarre. Je pense que Tottenham, ils gagnent presque ce soir. Hein, parce que Chelsea, ils sont vraiment à chier. Hein. Ouais, ils sont à chier. Et Tottenham, ils jouent leur vie, là. Mais Chelsea, quand ils ont pas été si nuls en finale, mais parce que les deux équipes étaient plutôt bof et Chelsea ont décidé de contenir. Et puis, Zerbi, il a la tête dure. Il a la tête dure parce qu'il met beaucoup de gel, parce qu'il est resté à la mode des années 2000 où il faut mettre plein de gel dans les cheveux. Je l'aurais bien vu dans un clip de rock américain là, des années 2000 avec ses. Ouais, avec son gel de merde. On aura le temps dans un autre podcast de parler de la fin de l'ère Guardiola et de son remplacement très probable par Enzo Maresca. Et voilà. En tout cas, boule de billard pour une autre. Je te libère. Je te libère de tes obligations pour aller manger. Eh bien, merci et travailler. Adieu. Et j'espère avec grand plaisir qu'on aura de très bonnes nouvelles ce soir pour en parler par exemple demain matin. Eh bien, moi aussi, Théo. Et puis, je te souhaite un bon mardi alors. Sur ce, ciao. Ciao les petits Gunners. Ciao.